106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Alter Radio 106.1 FM. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse. Alterpresse.org Et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Boer qui vient de publier aux éditions Fayard Déclinocène, qui est déjà dans les meilleures ventes. Bonjour Alain. Bonjour. Alors il y a une offensive tous azimuts de Donald Trump, la paix au Proche-Orient, la paix en Ukraine. Est-ce que le plan de Trump sur l'Ukraine a une chance de fonctionner ? Alors, il n'a pas beaucoup de chances de fonctionner, mais il peut permettre un cessez-le-feu, comme il y a un cessez-le-feu à Gaza, puisque l'objectif n'est pas la paix éternelle, contrairement à ce qui est indiqué, puisqu'il est assez difficile d'achever des guerres éternelles, mais on peut avoir un cessez-le-feu. J'ai toujours dit que le modèle de la guerre en Ukraine était la Corée, et donc la guerre de Corée des deux Corées, qui s'est traduite par un cessez-le-feu qui dure depuis plus de 60 ans, mais qui n'est pas la paix et qui ne semble pas être une paix à venir. Non, Donald Trump, il veut se débarrasser d'un certain nombre de problèmes. Il a l'usage de la force et de la puissance, chose qui échappe aux Occidentaux en général et aux Européens en particulier, qui regardent la question de la violence avec une sorte de recul, de peur, de gestion de la patate chaude, essayant de s'en débarrasser le plus vite possible. Lui, non. Il a à la fois la brutalité du deal, l'art du deal, comme il l'écrivait si bien, mais la volonté de revenir à une politique qui a été lancée non pas par lui, mais par Barack Obama, le pivot pacifique, le retour sur le jeu essentiel de l'avenir, qui est la confrontation directe avec l'Empire chinois, et donc tout ce qui perturbe la réorganisation et la réorientation américaine, industrielle, commerciale, technologique et militaire, doit être géré et réglé au plus vite, et pas toujours dans les meilleures conditions. Donc oui, il y aura un résultat, et non, ce ne sera pas la paix. Alors, les Européens semblent un peu démunis, ils protestent, ils trouvent que le compte n'y est pas, que c'est un plan russe repeint aux couleurs des États-Unis, mais est-ce qu'ils ne sont pas prisonniers de leur propre logique à ne pas savoir quoi faire sans les États-Unis ? Ils sont prisonniers de leur propre absence de logique, parce que dans la réalité, une partie des Européens sont totalement pieds et poings liés aux États-Unis, à la fois pour des raisons économiques, financières, historiques et militaires. Une très grande partie de leur équipement est entièrement entre les mains du choix des États-Unis par la fameuse théorie de la vis américaine qui empêche de se servir du F-35 si on ne correspond pas aux règles qui sont fixées dans l'usage des équipements militaires américains. Donc il y a un problème très spécifique là-dessus. Une autre partie des Européens voudrait bien s'en débarrasser, mais 60 ans après avoir refusé le plan Fouché 1 et le plan Fouché 2 du général de Gaulle, qui voulait justement créer un espace militaire européen souverain et pas seulement otanien, eh bien, ils découvrent les limites de leur indépendance, qui est extrêmement faible et extrêmement
fragile. Donc les Européens pleurent, crient, postillonnent, gesticulent, mais ne font pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire grand-chose. Ils n'ont pas les moyens de leur propre défense, ils n'ont pas les moyens de leur propre défense anti-drone. Les provocations attribuées aux Russes en termes de survol de drones ont abouti à rien. Les équipements européens sont très faibles, même quand il y a des très bons produits comme le Samba français, nous en avons 8 pour protéger essentiellement nos bases aériennes stratégiques. On imagine pour protéger un pays entier ou l'Union européenne, on est assez loin du compte. Tout ce qui est lancé actuellement aura des effets dans 3, 4, 5, 10 ans. On sent bien que l'immense retard des illusions de la globalisation heureuse, qui est un peu le thème du livre, puisque c'est le 4e d'une série qui a commencé par la guerre, justement, où j'indique... la bonne nouvelle, quand on écrit un livre, c'est de le revoir 4 ou 5 ans plus tard. Nous sommes tous les deux des producteurs de pensée, et donc nous assumons ce que nous écrivons, en bien quand c'est vrai et en moins bien quand nous nous trompons. Mais au moins, nous, on assume de se tromper. Voilà. Là, il se trouve que pour l'instant, tout fonctionne comme prévu. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit et dit par Vladimir Poutine se réalise comme Vladimir Poutine l'a dit. Et le plan en 28 points, 26, 27, 28, ça change un peu, de Donald Trump est exactement le même que celui des premières négociations d'Istanbul, avec une ou deux variations près. Alors, il y a eu des longues négociations où il y avait non seulement M. Rubio, mais le plus important, c'est qu'il y avait aussi M. Kouchner et M. Witkoff, c'est-à-dire que vraiment tout l'appareil central de la Maison-Blanche était représenté aux négociations de Genève, montre qu'effectivement, il y a une marge d'appréciation faible, mais réelle, pour une position occidentale et pas seulement américaine, sauf qu'en face, il y a une posture inflexible de Vladimir Poutine qui a toujours, lui, toutes les cartes en main pour arriver à une solution de cessez-le-feu à ses propres conditions. Est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné la guerre ou est-ce qu'il a quand même laissé pas mal de plumes? Est-ce qu'il aurait mieux... Est-ce que finalement, malgré les pertes humaines, il a gagné ce qu'il voulait ou est-ce qu'il aurait mieux fait de ne pas faire la guerre parce qu'il est quand même affaibli? Lors de ma première intervention sur la guerre d'Ukraine, j'expliquais, je crois, à Darius Rojma que, parce qu'il faut toujours avoir une histoire et une mémoire des conflits, que la doctrine russe était toujours la même depuis Pierre le Grand. C'est-à-dire perte, gagner. Dans la Grande Guerre du Nord contre les Suédois, qui se termine par la victoire historique de la Russie à Poltava, en Ukraine, les Russes perdent tout le temps. Mais par une guerre d'attrition, chaque fois qu'ils perdent, ils gagnent. Parce que même s'ils perdent 4 fois plus d'hommes que les Suédois, comme ils en ont démographiquement 8 fois plus à fournir, à la fin, ils gagnent par épuisement de l'ennemi qui n'en peut plus de gagner. Et les Russes font ça de manière assez récurrente, dans des boucheries invraisemblables. Et un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine m'avait expliqué, quand je faisais encore des cours à l'Université des Relations internationales de Moscou, qui est aussi celle du KGB, ou du SVR en tout cas, que, je cite, « Les Russes savent souffrir comme personne ». Et c'est une dimension que nous n'intégrons pas. Pour nous, la mort, la violence, la souffrance sont des choses qu'il faut éviter à tout prix. Les Russes pratiquent l'escalade pour la désescalade et nous, on pratique le pas d'escalade. Alors évidemment, on est toujours décalé. Et donc à la fin, oui, les Russes auront perdu démographiquement. Je pense qu'ils se sont suicidés démographiquement. Ils étaient déjà en très mauvais état. Ils ont perdu 1 million de jeunes qui ont fui la guerre. Ils ont ensuite perdu quasiment 1 million entre les gravement blessés, les morts, etc. Le Premier ministre russe et son ministre de l'économie et des finances ont expliqué très doctement qu'il leur manquait 1 million de bras pour faire fonctionner uniquement l'industrie militaire russe et les services essentiels. Ils n'ont pas assez d'argent pour financer la fin de la guerre, dit la Banque centrale, dont la gouverneure mériterait un prix Nobel d'économie pour avoir réussi à transitionner vers une économie de guerre. Sauf que tu ne transitionnes pas vers une économie de paix aussi facilement qu'on transitionne vers une économie de guerre. Et donc oui, la Russie, in fine, aura dans cette affaire tout perdu et la Chine aura tout gagné. Mais c'est tout. Et est-ce que finalement, ceux qui ont dit qu'il y avait notre crédibilité stratégique à ce que la Russie ne gagne pas la guerre, qui ont poussé l'Ukraine, enfin sans lui donner les moyens, n'ont pas finalement prolongé un conflit? Ah bah évidemment, on s'est battu jusqu'au dernier Ukrainien, comme disait une phrase terrible du début du conflit. Mais ça, c'est plus la faute de l'administration Biden que de n'importe qui d'autre. Quand l'administration Biden dit il va y avoir une attaque contre l'Ukraine, bon,
C'est cette semaine, d'accord, ou la semaine d'après, il y a une espèce de petite palinodie. Et à la question qui lui est posée par un journaliste américain sur « Et donc, si effectivement ça se passe, que ferez-vous ?» Réponse « Rien ». Ben, le rien a été la condamnation de l'Ukraine à perdre. Alors ça a commencé avec les mémorandums de Budapest, puisque les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne avaient garanti à l'Ukraine, contre la remise de 3000 têtes nucléaires, la garantie de sa souveraineté totale, y compris la Crimée, et qu'ils n'ont rien tenu. Donc les premiers traîtres à leur parole, outre les Russes, qui évidemment avaient une sorte de pulsion irrésistible à la récupération de la Crimée et potentiellement du Donbass, mais surtout de la Crimée, ça a été les Américains et les Britanniques dont la lâcheté dans cette affaire a été terrifiante. Et ce n'était pas des administrations particulièrement républicaines. C'était une logique qui était qu'en fait l'Ukraine, c'était dans les 3 promesses de la réunification de l'Allemagne qui avait été négociée après la chute du mur de Berlin avec Gorbatchev, les promesses étaient on ne touche pas à l'Ukraine, on ne touche pas à la Géorgie, on ne touche pas à Kaliningrad. Tout le reste est négociable. Parce que tout le reste, on s'en fout, disaient les Russes. Et en fait, on est dans cette phase qui est qu'en fait, nous avions sacrifié potentiellement l'Ukraine sur une logique de c'est un no man's land, une finlandisation qui ne voulait pas dire son nom. En fait, ça n'a jamais été vraiment chez nous, donc on s'en fout un peu. Et puis, au moment où le président géorgien a voulu regagner de l'espace sur ses provinces irrédentistes, au moment où l'Ukraine décide le Maïdan, c'est-à-dire une révolte populaire contre un président qui avait alterné entre on signe avec l'Union européenne, on signe pas, on signe pas, les Russes ont considéré qu'ils avaient été agressés et donc que nous ne tenions pas la parole de la réunification allemande. Je rappelle que dans la réunification allemande, le ministre Genscher, ministre libéral, dans un discours public, historique, avait indiqué qu'ils étaient prêts à la sortie de l'Allemagne de l'Alliance Atlantique, à sa neutralité absolue en vue de la réunification. Donc beaucoup avait été obtenu de Gorbatchev et les Russes ont eu le sentiment véritable, profond, ce que Poutine, dans un premier temps, puis Medvedev ont redit et répété jusqu'à la fameuse conférence de Munich, où là, ça a été plus brutal que d'habitude, depuis des années. Et donc, dans cette affaire, indiscutablement, il y a un échec occidental majeur dans la non-compréhension de l'effet que ça avait chez les Russes et dans l'incapacité à se mettre au niveau, c'est-à-dire à donner les moyens à l'Ukraine. Il aurait pu y avoir simplement une interdiction aérienne. Les forces armées de l'OTAN auraient simplement pu abattre tout appareil survolant l'Ukraine, pas taper en Russie, mais il y aurait pu y avoir une zone d'exclusion aérienne qui n'aurait pas nécessité beaucoup de moyens. Et paradoxalement, les Occidentaux avaient fait le pari que l'Ukraine s'effondrerait en 3 jours, ce qui a été la surprise par la résistance et la résilience des Ukrainiens, y compris dans les zones très russophones, comme Kharkiv, Kharkov, et puis par l'incapacité ensuite à se mettre au niveau, puisque chaque fois on voulait éviter l'escalade, sauf que les Russes, ils ne comprennent pas ce langage-là, ils ne le comprennent pas, nous ne parlons pas la même langue. Eux, ils disent escalade, puis on attend de voir, vous êtes mou, donc on réescalade. Ah, vous êtes très très mou, on réescalade. Puis à un moment, tu as une remontée, et là les Russes se disent, ah oui quand même, et tu as un début de vraies fausses négociations, mais toujours sur les bases qui sont toujours les mêmes. Vous regardez le plan de paix d'Istanbul de 2002, oui. Et ben c'est le même que les 28 points de Russes à 2 ou 3... Mais Alain, tu participes à pas mal de débats. Comment tu vois ça? Parce que ce que tu viens de dire là, si tu dis ça dans un débat sur les plateaux télévisés, tu passes pour reprendre le langage russe. Régulièrement, oui. Moi j'ai pas de problème. Et il se trouve que je l'ai écrit au début de la guerre. Non, mais mon avantage, c'est qu'à ce moment-là, tu es un commentateur de l'histoire des relations internationales. Il se trouve que j'étais à Matignon à l'époque. Et que donc j'ai retrouvé une partie des documents qu'on s'échangeait sur la négociation avec les Russes sur la sortie de Matignon. J'ai eu un bizutage absolument formidable. J'ai eu le décès du TA, un attentat, la crise du Golfe, la chute du mur de Berlin et Tiananmen. Mais de tout ça, on l'a vécu. Et vivre quelque chose, c'est différent de regarder quelque chose, voilà, je l'ai vécu, je le revois 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. On apprend beaucoup quand on est avec Michel Rocard, c'était l'avantage de la chose. Et donc, je dis la même chose sur les plateaux. Il y a un agresseur qui est la Russie, mais beaucoup a été fait pour les pousser dans ce retranchement-là.
que faire par la suite? Parce qu'il y a deux thèses qui s'opposent. Ta thèse minoritaire, qui est aussi la mienne, c'est qu'on aurait pu éviter cette guerre si on avait commis moins d'erreurs à l'égard de la Russie. Ce qui ne veut pas dire que cette guerre est illégale, qu'elle n'est pas illégale, mais souvent quand tu dis qu'on aurait pu l'éviter, tu reprends un langage pro-russe. Et la thèse qui devient minoritaire, c'est il y a des lanceurs d'alerte comme les Baltes, les Polonais, qu'on n'a pas entendu, et qui pensent que la Russie en tant que telle est une puissance agresseur, quels que soient les dirigeants. La Russie ne va pas déménager. Comment vois-tu l'avenir des relations entre les Européens de l'Ouest et les Russes? On fait toujours la paix avec ses ennemis. Ses amis, ce n'est pas nécessaire. Donc oui, la Russie est toujours là. Alors, il se trouve que pour des raisons pratiques, son effondrement économique et social, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de caisse de réserve, il n'y a plus de réserve sociale, il n'y a plus de réserve de retraite. Il suffit de lire les documents de la Banque centrale russe. Je les lis tous les 3 mois. Ils sont très bien faits, et même édités en anglais pour ceux qui ne comprennent pas bien le cyrillique. Donc, il n'y a pas de souci. Non, je pense que le drame de la Russie va être qu'elle ne pourra plus jamais sortir de l'économie de guerre, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques. Et que le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine, et que c'est un sujet central. Ce qui rend... Quelle est l'implication qu'elle ne sorte pas de l'économie de guerre? Qu'elle soit obligée de continuer à rester sur un rythme militaire très élevé, avec des zones de... Je ne dirais pas de conflit, mais des zones rugueuses, mais qui seront probablement plus souvent en Afrique, avec des jeux géostratégiques qui sont traditionnellement ceux de la Russie d'avant. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à faire des pays baltes en tant que tels. La Géorgie, ils l'ont récupéré à la fois militairement et on va dire démocratiquement, parce qu'ils ont gagné les élections. Je pense qu'ils ont intérêt aujourd'hui à garder une Union européenne économique à peu près stable. D'ailleurs, c'était le concept d'Eurasie vu par Moscou, c'est-à-dire une zone de libre-échange où on peut vendre tout ce qu'on a à vendre à condition que l'Europe ne devienne pas une puissance au sens militaire du terme. Et de ce point de vue-là, ils ont plutôt gagné. Les Américains ont curieusement à peu près le même point de vue, ce qui fait qu'ils vont peut-être arriver à se mettre d'accord, et c'est une partie des clauses finales de la proposition Trump, c'est l'Europe qui paye, elle paye, mais elle paye en partie à l'Amérique, forme un peu curieuse de reconstruction. Les Russes disent on revient sur le marché mondial et on reprend notre place pour regarnir nos réserves et revendre à ceux qui nous achetaient initialement, qui ont eu peur des États-Unis et notamment du faucon républicain du Sénat, qui ont repris beaucoup de voix ces temps-ci, puisque l'administration Trump a connu quand même le plus grand désastre électoral de l'histoire du Parti républicain à ces micro-élections qui ne sont pas vraiment des mid-terms, c'est des mid-terms des mid-terms, puisque les démocrates ont réussi à être élus dans des endroits où ils n'avaient jamais été élus depuis 1800. C'est donc un signal quand même qu'il y a un problème électoral et que les républicains ont plus peur désormais de leurs électeurs que de Donald Trump. C'est un petit changement de pied. On l'a vu d'ailleurs avec des sénateurs très remontés pour des sanctions beaucoup plus fortes pour la Russie. Donc, ce qui explique qu'il y a encore une petite variable d'ajustement. Mais l'idée générale que l'Europe puisse revenir au centre du jeu, se réarmer, se réorganiser et avoir une politique indépendante est aujourd'hui un objet pas plus vivant que le plan Fouché 2. Sur le Proche-Orient, est-ce qu'il y a une sorte de partage des influences sur Trump entre Israël et l'Arabie saoudite? Quel est l'allié qui compte le plus? Les deux, en fait, et d'ailleurs c'est assez logique parce que quand on regarde la ligne de conduite de Mohammed bin Salman, mais il ne faut pas oublier Mohammed bin Zayed dans les Émirats à côté, il y a une sorte d'équilibre nous devons avoir deux alliés, comme quand il y avait l'Iran d'un côté et la Turquie de l'autre, deux empires, l'empire perse et l'empire ottoman, qui se répartissent, qui se détestent, mais qui étaient les deux principaux alliés de l'Amérique jusqu'à la chute du Shah. Parce que là aussi, comme les États-Unis ont rarement une politique extérieure, mais qu'en général, ils exportent leur politique intérieure, de temps en temps, ils se loupent. C'est peut-être ce qui va se passer avec les négociations avec Vladimir Poutine. Mais non, là, il y a un accord, alors qui est... tout le monde déteste le Hamas et il n'y a pas grand monde qui aime vraiment les Palestiniens dans le monde arabe. Il faut quand même dire
la réalité de ce qu'on entend, toi comme moi, en privé. Les dirigeants arabes ne sont pas particulièrement aimables avec les Palestiniens. Je ne suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup plus les Juifs, mais disons que dans la détestation générale, les pauvres Palestiniens ne sont pas très très bien classés. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait un deal général Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et autres puissances locales, puisque l'Égypte, c'est une puissance démographique, il ne faut pas sous-estimer dans ces affaires, mais qui déteste les Palestiniens aussi, et Israël, chacun dans sa zone de défense, et puis une espèce de zone tampon qui est le Liban, qui essaye de survivre tant bien que mal. Il y a un accord. Non, Donald Trump, je pense qu'il aime autant les uns que les autres, parce que dans l'idée qu'il se fait de l'équilibre des forces, il a besoin d'avoir les deux. Dans ton livre, La Décliocène, tu dis qu'il y a deux questions parallèles qui sont liées à la raréfaction des ressources et au poids des nouvelles technologies. Oui, en fait, nous sommes face à une sorte de curiosité, d'injonction contradictoire entre ceux qui veulent sauver la planète et qui disent on pourrait sacrifier les humains, et ceux qui voudraient sauver les humains et qui disent on pourrait quand même sacrifier la planète. Les deux sont des perdants-perdantes, et il n'y a pas de gagnant dans ce type d'affaires. Mais la radicalisation des points de vue, des oppositions est telle depuis de nombreuses années que, outre un retour en arrière très important sur la protection des ressources, les drill, comme drill baby drill, comme dit Donald Trump, que je recite là-dessus, mais qui est aussi une sorte d'arrache. Il faut reprendre toujours les Écritures pour comprendre d'où ça vient. Creuse. Oui, tu dis, il ne suffit pas de creuser, il faut aussi défricher. Oui, voilà, il faut tout faire. Donc, le problème est là, c'est qu'on s'est tellement radicalisé dans des injonctions contradictoires qui forcent les gens à changer comme si de rien n'était, à faire demain l'inverse de ce qu'ils faisaient hier, alors qu'on leur avait dit que c'est ça qu'il fallait faire hier. Plus de diesel, ah non, c'est mal, oui, mais quand même. D'électrique, ah oui, mais ça a des effets parce que métaux rares, ah oui, mais qui contrôle les métaux rares? Et donc, personne ne pense loin. C'est très étonnant. Tout le monde pense tactique, personne ne pense stratégique. Et les Européens, encore moins que les autres, parce que soumis à ces espèces d'effets de mode terribles, qui d'ailleurs avaient fait l'objet par les constructeurs automobiles d'un « mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire, car en masse, nous ne sommes pas capables de produire aussi vite et aussi peu cher que les autres, puisque eux produisent 10, 20, 30 millions de véhicules, quand nous, on produit 1 ou 2, 3 millions de véhicules. Il y a un effet de masse. Donc, soit il faut gérer les marchés, donc réguler, ce qui est le contraire de tout ce qui a été fait dans l'épisode de la globalisation heureuse, que j'appelle moi la globalisation piteuse. Alors, même avec Eric Orsena, qui avait écrit avant moi la globalisation heureuse, on est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que les effets pervers sont quand même plus importants que les effets bénéficiaires. Mais disons qu'il y a ce premier problème qui est sortir de l'affrontement pour arriver à un accord, donc à un compromis, où on peut arriver moins brutalement à faire avancer les choses, et c'est très compliqué parce qu'on s'est tellement brutalisé les uns les autres sur ces injonctions terrifiantes venues du haut, où on n'écoute jamais le bas, ni ce qu'ils ont à dire, ni les idées qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup d'options dans les volontés humaines pour avancer là-dessus. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis le second, il est que aujourd'hui, le grand remplacement qui arrive n'est pas celui auquel on croit. Je veux dire, la démographie, elle nous explique que l'immigration est un élément majeur de survie des modèles sociaux, parce qu'on ne fait plus d'enfants. C'est un choix que nous avons fait nous-mêmes, hein. Nous ne sommes pas submergés par des hordes migratoires, ou alors on l'a été depuis très longtemps. On avait parlé dans la conquête de l'Ouest sur le fait que le récit national et le roman national s'étaient quand même beaucoup écartés au fil du temps, et que pendant des dizaines d'années, nous avions fait venir à prix d'or des familles italiennes, polonaises, portugaises ou espagnoles. On voit au podcast qu'on a fait ensemble ce livre l'an dernier. Pour remplir les trous démographiques de la Première Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Il se trouve que cette année 2025, pour la première fois, nous avons plus de décès que de naissances, et que donc ce pays qui était le champion de la fécondité et de la fertilité ne l'est plus. Donc, de toute façon, mécaniquement parlant, cette question va se poser, même comme pour les Russes, qui eux sont très en avance sur nous, ou les Italiens, qui sont en voie de dépopulation naturelle. Là, nous avons un problème de grand remplacement par l'intelligence artificielle. Alors, elle n'est pas très intelligente, mais très artificielle, mais elle va le devenir. Et surtout, la démonstration qui en est faite aujourd'hui par l'accélération IA-robotisation, montre que non seulement on va supprimer les classes moyennes supérieures, journalistes, documentalistes, enseignants, comptables, avocats, enfin en tout cas juristes, parce qu'ils ne servent plus à rien, puisque ce qui était intéressant, c'était leur expérience, leurs compétences et leur mémoire
La machine fait ça très bien. Bon, elle hallucine beaucoup, mais ça se réduit tendanciellement. Les modèles sont en train d'avancer et d'évoluer. Mais deuxièmement, du technicien de surface au fabricant de pizza, on voit aujourd'hui que le robot fait ça très bien aussi, 24 heures sur 24, sans être malade, sans demander d'augmentation de salaire. Voilà. Et donc, nous sommes en train de liquider une partie très importante de la capacité productive, puisque les estimations les pires disent que 99% des humains productifs deviendraient inutiles. Il resterait 1% les génies qui fabriqueraient l'IA qui les éliminera à la fin eux-mêmes. Et donc, ce processus-là, très étonnant, nous amène à un changement tout à fait radical qui est le suivant. Pendant de nombreuses années, on expliquait aux ouvriers et employés qui étaient victimes de la mécanisation que c'était de leur faute, ils n'étaient pas assez formés. Et nous les récupérions, ici ou au Conservatoire des Arts et Métiers, où c'est plutôt notre métier de faire de la formation et de la réadaptation professionnelle, et on les remettait en situation d'emploi. Là, c'est fini. Parce que les classes moyennes supérieures, tu ne vas pas leur dire que c'est parce qu'ils ne sont pas assez formés. Au contraire, ils sont trop formés. Mais ils ne sont pas assez formés pour lutter contre l'efficacité, la rapidité et la durabilité de machines qui sont en train de les remplacer massivement. On le voit d'ailleurs sur deux populations très intéressantes. Les journalistes aux États-Unis, des milliers de journaux et des dizaines de milliers de journalistes ont été licenciés parce que tout ça se fait maintenant en rythme automatique de production de nouvelles. Et puis surtout les codeurs. C'est-à-dire que la tech a généré sa propre disparition sur un espace particulier qu'est le codage, qui était le nec plus ultra de la révolution informatique et qui ne l'est plus. Et donc, peu à peu, nous allons avoir ce problème, ce qui est qu'à la fin, il va falloir soit trouver un tout nouvel modèle social avec un revenu minimum universel généré par la productivité de l'IA, qui elle-même va se poser la question de savoir si les humains sont bien utiles et pourquoi elle paye pour les humains, parce qu'un jour, elle va se poser cette question, rationnellement, parce que c'est rationnel, ou par l'élimination des humains eux-mêmes, parce qu'il n'y aura plus de consommateurs. Et donc, ça se traduira mécaniquement, soit par un phénomène de ludite, une révolte contre la machine, on en a déjà vécu, y compris dans la région lyonnaise, là d'où je viens, et où c'est assez net, on se rappelle les casseurs de machines chez les Anglais, d'où c'est provenu, ou par une déstabilisation généralisée, parce que pas de consommateurs, pas de paiement, on ne peut pas être que des assistés dans la vie. Et ces phénomènes-là ne sont pas du tout anticipés, et j'essaye d'indiquer à quel point il y a une problématique que je développerai dans le volume 5. Merci Alain, je renvoie à la lecture de ton livre Déclinocène qui vient de paraître aux éditions Fayard. Merci.